Histoire du vin, émission 3, de la Renaissance à nos jours. Partie 6 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il y a toute une légende autour de l'absinthe où on dit que c'est mauvais, ça va tuer, etc., etc. Or, en réalité, ça ne tuait pas plus que le reste. Est-ce que c'était vraiment du lobbying du monde viticole ? Je n'ai pas un avis là-dessus. Vraiment, j'ignore un peu le sujet. Après, l'alcool, la distillation est une procédure délicate. Si elle est loupée, on peut produire de l'alcool du bois, dite l'alcool du bois qui est frelaté et qui est effectivement très dangereux. Je me souviens, ayant vécu en Haute-Savoie et voyant un paysan voisin aller avec son sac de jute dans les bois pour déterrer des racines de gentiane, et ensuite je sentais, parce que sa ferme était en dessous du chalet où j'habitais, il distillait d'une manière totalement illicite un produit que je n'aurais jamais touché parce que je ne sais pas s'il maîtrisait le processus. D'ailleurs, il en est mort. Mais je dis, il y a un principe actif dans l'absinthe, non, qu'on a La Turiane. C'est ça, on a retiré le. Mais qui est réautorisé aujourd'hui. Mais... Oui. Ouais, il faudrait demander à un scientifique si vraiment ça a des effets. Ouais, ça c'est quelque chose de... En tout cas, dans la littérature, chez les romantiques, chez les poètes, l'absinthe, c'était très important. Oui, c'était source important, d'inspiration. Il y a de quoi faire une émission rien que sur l'absinthe, effectivement. Bon, les changements climatiques, ça va changer les choses ? Bon, évidemment, et c'est déjà le cas. Oui. Sébastien a fait allusion à la montée des vignobles du nord de la France, un retour au Moyen-Âge, mais pas avec le même type de vin. Je pense que ça coupe pas le cheveu comme des tonsures de moine, comme tu... c'est beaucoup moins acide et je pense qu'il y aura des changements. Je sais que il y a 2 étés, invité à un festival à Saint-Émilion qui s'appelait Philosophia, qui parle de vin, dans une région viticole importante quand même, Saint-Émilion. Et j'ai fait un duo avec une femme chercheuse, elle sérieuse, moi pas sérieux du tout. On nous a posé une question, comment vous voyez l'avenir du vin de Bordeaux ? J'ai dit, en blaguant, mais ça n'a pas fait rire tout le monde, que ça va rejoindre ses propriétaires initiales, les Anglais, mais on va carrément transporter le vignoble en Angleterre. Je comprends que ça les ait fait marrer, mais il n'y a pas de problème. Oui, alors derrière la plaisanterie, il y a des réalités, parce qu'on gagne vers le nord, mais on perd vers le sud. C'est ce que j'allais demander. Voilà. Le Roussillon souffre d'une sécheresse. Il y a des problèmes qui sont non gérables. Le problème de l'eau, c'est non gérable. Parce que l'eau, quand il n'y en a pas beaucoup, elle n'est pas destinée prioritairement à l'agriculture et en particulier à une agriculture superflue, on va dire. Oui. Donc, en Provence, quand on parle avec des vignerons, ils sont très préoccupés. Donc, ce qui est valable pour la Provence, pour le Roussillon, l'est encore plus pour des régions plus au sud, en Espagne, en Grèce. Franchement, c'est effrayant. Donc, oui, ça va redistribuer aussi la vigne, probablement émerger. La cartographie du monde viticole de demain, c'est certainement très différente. On commence à avoir du vin en Suède, production. Danemark, ça fait un moment. Donc, on va chercher soit en altitude, soit en latitude, une compensation pour le réchauffement. Donc, l'avenir, c'est la Suède. Investissez en Suède. C'est vrai, c'est pas idiot. Suède, Danemark. Il y a une étude qui est sortie qui précisait ou qui anticipait le fait que 2 degrés de réchauffement, ça déplace vers les pôles, vers les hautes latitudes, 40% des vignobles du monde. 4 degrés de réchauffement, c'est 80%. On déplace de 80% vers le nord et vers le sud les terres potentiellement viticoles. Donc ça fait réfléchir. On plante de la vigne en Sibérie. J'ai vu qu'on a réussi à faire une récolte. Et on a le même phénomène évidemment dans l'hémisphère sud. Par exemple, en Argentine, on commence à planter dans le Rio Negro au sud. Donc on commence à atteindre la Patagonie et même à faire des très bons vins. En Australie, la Tasmanie devient de plus en plus importante. Encore la Tasmanie, c'était quasiment infréquentable. Bon, beaucoup de vent, c'est un autre problème, mais une source très importante pour les vins, pour faire des mousseux. En Australie, par exemple, Moët & Chandon achète énormément. Penfolds, les grandes sociétés, achètent du raisin en Tasmanie aujourd'hui. Incroyable. Et le problème de l'hémisphère sud, c'est quand on pousse vers le pôle sud, on tombe dans l'eau. Parce qu'il n'y a plus rien. Alors, peut-être que l'Antarctique sera le nouveau front viticole des années 2100. Ça va peut-être virer la neige, peut-être avant. Non, mais c'est quand même très, très singulier. Oui, ça peut être préoccupant, effectivement. Ça veut dire que le vignoble français peut perdre sa place au profit d'autres... disons que le vignoble français va se déplacer. Donc peut-être que les grands vins de demain seront normands et bretons et pas bordelais. Là, on rigole, mais c'est possible. Oui. Ça pourrait être... en termes de terre, en termes de... faut quand même un peu de temps pour que la vigne s'installe et pour que le commerce se développe. Parce qu'il y a la question de la renommée. Les gens sont...
toutes ces réputations des vignobles connus sont très anciennes, sont ancrées dans l'esprit des gens. Bien sûr. Après, la génération moderne a moins d'a priori que nous, générations ou avant nous, sur l'importance de telle et telle origine pour la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il est communément admis qu'on peut faire des vins de qualité partout. D'accord. Enfin, pas partout, mais dans beaucoup de régions. Oui, je comprends. Et cette espèce de nobilisation avec Bordeaux, Bourgogne, Champagne, je crois que c'est fini. D'autant plus que les prix des vins de Bourgogne aujourd'hui, ils les rendent totalement inaccessibles pour tout le monde, sauf les très riches. Oui, je comprends. Ça va être un problème pour la Bourgogne. Oui, je comprends tout à fait. Ouais. Mais je pensais à tout ça il n'y a pas si longtemps. J'étais dans une très grande surface, ce qui est rare, mais bon. Et j'ai vu du vin en canette. Oui. Et là, on se dit, là, on change de paradigme. Oui, ça fonctionne. Ça mettra un moment. C'est une très bonne manière de conserver le vin et la bière aussi. Le vin parce que ça protège la lumière. C'est léger, donc il y a un aspect écologique. J'ai vu qu'il y a une réunion de plusieurs pays nordiques. Il y a le Danemark, la Suède, la Norvège, le Groenland et les îles Faroé, je crois, qui ont fait une association pour pousser, pour dire qu'on ne veut plus importer des bouteilles de vin dans des bouteilles lourdes. Donc ça, c'est out. On va privilégier la canette ou des Tetra Pak ou des choses légères. C'est-à-dire tout ce qui a à faire à une meilleure gestion écologique globale, les modes de production, les conditions sociales des travailleurs. Donc ce genre de lobbying va avoir un impact, non seulement dans ces pays, mais je pense dans de plus en plus de pays. Ça veut dire, en gros, si je synthétise, le moment autour du vin qu'on a connu, qu'on connaît aujourd'hui encore et qu'on a connu plus jeune, avec la bouteille, avec les amis, les bougies si on veut, etc. Tout ça va disparaître dans les 15-20 ans qui viennent. Non. Pour déboucher une canette. Non, je ne crois pas. Mais ça va être une partie de la consommation, alors que c'était inexistant il y a 10 ou 15 ans. Non, je ne pense pas que ça disparaisse. Le vin est une manière de communier avec autrui extraordinaire. Cette richesse culturelle va perdurer et il y aura des modifications. C'est indiscutable, mais il y aura toujours le plaisir autour des grandes bouteilles. Après, est-ce que les bouteilles seront fermées par un bouchon de liège ou une capsule à vis? Pour moi, c'est secondaire. La capsule à vis, en ce qui me concerne, est la meilleure manière de fermer les bouteilles qu'un bouchon en liège. Je pense que là, on peut faire une émission d'1 heure avec des débats. Parce que je trouve ça... moi, ça le rend cheap. Et je me dis, c'est pas du vrai vin. Non, mais ça le rend meilleur et plus fiable. C'est terrifiant. Non, c'est pas terrifiant. Le liège, c'est une technologie du XVIIe siècle. On a fait mieux depuis, quand même. Oui, c'est mon côté vieux con. Oui, non, mais il y aura. C'est vrai que le vin véhicule des images de tradition, de permanence. Alors que quand on voit l'histoire viticole des pays, c'est en mouvement ça bouge tout le permanent. temps. C'est très paradoxal. Donc Bordeaux fait des grands vins depuis XVIIIe siècle. C'est pas très long. C'est pas à l'échelle de l'histoire. Donc on a une espèce d'a priori, de faux semblant d'une histoire figée. Mais non, tout ça évolue en permanence, rapidement, encore plus. Donc on n'est pas inquiet. Il y aura des nouveaux usages, de nouvelles formes, des nouveaux vignobles, peut-être des nouveaux goûts, des nouveaux cépages. Mais bon, on n'est pas inquiet pour le plaisir qu'on tirera de cette boisson. Puis c'est le cas depuis 10 000 ans. Une jolie fenêtre ouverte sur demain, en tout cas. Un petit mot quand même sur l'Académie de vin et spiritueux et de la dégustation. Ouais. Du coup, elle va continuer pendant encore des siècles, puisqu'on va encore boire du vin, quelle que soit la forme. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça se passe? C'est-à-dire que, encore une fois, Madame Michu peut venir et dire je voudrais apprendre. Oui. C'est possible. Alors, il y a des cours pour Madame Michu. C'est des cours d'un jour. C'est des initiations au vin, à comment il est fait. Voilà, des principes très basiques. C'est des cours d'une journée. Sur place. Sur place. Alors, à différents endroits. On a 2 endroits à Paris. Le premier endroit à La Défense, une deuxième à Austerlitz. Et puis des cours aussi dans des villes de province comme Lyon, comme Bordeaux, comme Toulouse. Ça, c'est bien. Toujours conduit par des professionnels de vin. On est 5 associés dans cette académie, mais on utilise aussi des professeurs externes pour certains cours. Et puis après, on développe des cours un peu plus élaborés. C'est un cours de 3 jours ou de 4 jours, par exemple. Il y a 2 modèles qui donnent droit à des diplômes certifiés. Et ça, c'est aussi pour des amateurs et des professionnels ou des gens qui sont en conversion, par exemple. Ah oui. Et puis, l'étape la plus avancée que nous proposons pour l'instant, c'est 5 jours. Et on fait ça pour les spiritueux également. Il y a même un cours sur le saké.
Et bientôt, il y aura des cours sur la bière. Waouh. Ouais, Oui, puis on a une nouvelle formation qu'on diffuse depuis les dernières, là, sur 4 jours. Et Madame Michu est le bienvenue, d'ailleurs, elle est souvent là, parce qu'on voit que c'était plutôt à l'usage des professionnels. On déguste beaucoup, on se balade dans les vignobles du monde, en France, évidemment. Et puis, on a beaucoup de néo-retraités qui ont encore du CPF, parce que c'est pris en charge par le CPF. Le compte formation. La différence, compte formation. Et donc, là, on a des gens qui viennent par pur plaisir. Mm. Donc, pour apprendre à déguster, mais pour aussi écouter des histoires. Pour donc, savoir mieux acheter le vin, par exemple. c'est pas bête. Très utile. Et c'est à chaque formateur d'être attentif à l'auditoire qui est devant. Alors ça se demande et à s'adapter et d'adapter son ton à l'auditoire. Mais Madame Michu est tout à fait le bienvenu. On a beaucoup d'échanges avec les élèves, certains avec plus que d'autres, certains sont timides, mais on a le principe de déjeuner avec eux, d'échanger à la fin de la séance et pour avoir des questions qui sont hors le cursus. Voilà. Parce que tout le monde a des questions sur le vin, Bien sûr. des préoccupations, des inquiétudes ou des préjugés. Donc on essaye Canette, pas canette. de relativiser certains préjugés. Oui, et puis un petit examen, ça met un peu de piment, un peu de poivre, un petit peu de peps, et ça rajeunit les gens aussi, qui ont oublié les émotions des examens parfois depuis 40 ans. Et, parce qu'ils doivent lire, ils doivent préparer les séances. Oui, ils ont un bouquin à lire avant. D'accord. Bon, ça c'est chouette, ça fera qu'on vienne une fois pour voir. Ah oui, c'est sympa. C'est vrai, bienvenue. C'est sympa. Merci en tout cas à David Cobold et Sébastien Duranviel. Je rappelle votre bibliographie, parce que là je vais prendre mon temps. 101 vins cultes de vous deux, donc Sébastien Duranviel, David Cobold chez Hachette 2019, l'Atlas des vins de France de David Cobold 2021. Vous allez enfin vous y connaître en vin, de Sébastien Duranviel et David Cobold chez Larousse 2018. Simplissime, le livre sur le vin le plus facile du monde, Sébastien Duranviel chez Hachette 2020, Tout sur le vin ou presque collectif chez Ellipse 2021, et les deux petits derniers, Le Tour du monde en 120, David Cobold, Sébastien Duranviel chez Hachette 2023, qui vient de sortir, celui-ci. Nouvelle édition, oui, augmentée. Et l'Atlas Hachette des vins du monde, David Cobold, Sébastien Duranviel chez Hachette, à paraître bientôt, octobre, novembre. Fin octobre, début novembre. Je pense que quand il va sortir, on va vous recevoir tous les deux dans Expresso. Pour faire un tour du monde. Voilà, et vous serez chez vous comme d'habitude. Merci beaucoup à tous les deux, on a fait un voyage fabuleux. Merci. Merci bien. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité, et surtout sans pub. Le lien est dans la description.